Nos bonjours donc à tous, le bonjour de l'équipe du Musée de la photographie qui est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour écouter un épisode spécifique aussi de l'histoire et de la culture malgache. Aujourd'hui, on va écouter François Fitch, archéologue, qui a donc fait de la perle sa thèse et qui aujourd'hui va nous parler donc des différents aspects. On a invité François Fitch pour parler de la perle parce que c'est dans notre environnement quotidien. Quel malgache n'avait pas porté au moins une perle dans sa vie? Et Bark est là aujourd'hui, pas pour interpréter les perles seulement, mais Bark va nous parler des traditions et des histoires qui accompagnent les perles, l'histoire des perles à Madagascar, un point de vue historique et d'archéologue également, et aussi donc de la vie quotidienne avec les perles à Madagascar. Donc, je laisse la parole à Bark. Bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à tout le monde et merci pour votre assistance, votre présence nombreuse ici me donne beaucoup de joie. Merci à l'équipe du musée de la photographie, du musée de la photo, qui encore une fois m'a invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous les produits de recherche, parce qu'en fait, en tant qu'enseignant-chercheur, il n'y a pas de raison pour que les résultats de recherche restent dans les livres ou dans l'ordinateur. Il faudra que les connaissances acquises soient partagées avec le public et qu'on retourne vers le public pour pouvoir les vulgariser. Donc merci encore de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous ma passion des perles. Dans l'invitation, le musée de la photo a spécifié que je suis archéologue. Effectivement, je suis archéologue, en fait historienne de formation, qui s'est spécialisée d'abord en muséologie, que j'ai fait des études en muséologie à l'extérieur, et ensuite en archéologie, à l'extérieur également, et en patrimoine. En fait, vous voyez un peu un cursus qui me ramène vers une finalité, partager les connaissances pour que ça reste comme un patrimoine pour le public et surtout pour la jeune génération et la génération future. Madame Ratsundarson, tout à l'heure, a parlé de thèse sur les perles. En fait, effectivement, j'ai fait des recherches sur les perles et d'ailleurs, c'est ça qui m'a conduit vers des recherches beaucoup plus profondes sur les perles, mais en fait, j'ai commencé par les perles archéologiques. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur les perles archéologiques qui se trouve à l'Institut de civilisation, musée d'art et d'archéologie, où je travaille. Je travaille en tant qu'enseignant-chercheur. Et j'ai continué, mais finalement, pour la thèse, c'était trop difficile parce que étudier les perles nécessitait une plus large vision et devait être étalée, par exemple, sur une ère culturelle beaucoup plus grande, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est. Il fallait aussi aller en Inde, il fallait aussi aller dans le continent arabe, et comme je n'avais pas les moyens de le faire, je n'ai pas pu faire ma thèse sur les perles, et j'ai fait une autre thèse qui certainement ne va pas vous intéresser. Voilà ma personne. Alors aujourd'hui,
je vais vous parler donc histoire et tradition des perles à Madagascar. Alors, les perles occupent une place importante dans la culture matérielle de la population malgache. Elles constituent une part non négligeable de son patrimoine culturel, plus immatériel que matériel. Alors, les études qu'on a entreprises sur les perles révèlent plusieurs intérêts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, archéologiques, parce qu'on a découvert des perles dans des sites archéologiques. Ces perles sont les témoins de l'implantation humaine et des mouvements migratoires, c'est-à-dire que les perles sont venues avec les populations qui se sont déplacées. Les perles, l'étude des perles aussi a un intérêt historique, parce que, vous le verrez plus tard, l'étude a contribué en partie à la compréhension du trafic commercial qui s'est tissé dans l'océan Indien durant le premier millénaire de notre ère. Alors, il y avait donc un commerce international et les perles ont été des produits qui ont circulé, des produits d'importation et des produits qui ont circulé jusqu'au XIXe siècle comme monnaie d'échange. Intérêt ethnographique, la présence de ces perles qui sont constantes sont attestées par les traditions orales, par les documents écrits et effectivement attestées par la présence jusqu'à ce jour de ces perles. La preuve, vous les voyez sur la table exposées avec leurs noms respectifs. Ces perles sont magiques, elles sont protectrices, elles sont sacrées, elles sont dotées d'une certaine sacralité. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une perle? C'est ça la question qu'on pose quand on parle de perles. Alors, rapidement, si vous avez un dictionnaire ou vous avez votre téléphone, vous verrez qu'il y a une petite définition, concrétion nacrée, qui est naturelle, souvent sphérique, qui se forme entre la coquille et le menton de certains mollusques. Donc, c'est ça, la perle naturelle. Elle est ronde. Ensuite, il y a ce qu'on appelle perle artificielle, petite masse percée de part en part et destinée à être enfilée avec d'autres sur un fil pour servir en particulier d'ornement. Voilà la perle. Donc, celle que vous voyez, c'est une perle archéologique qui a été découverte dans le sud de Madagascar, dans un site qui s'appelle la Parouille et qui date du XVe siècle. Alors, la perle, en fait, c'est l'assemblage de 6 éléments importants. 6 éléments importants, d'abord, la matière. Alors, je disais 6 éléments qui sont les constitutifs de perles. Alors, le premier élément, c'est la matière. Alors, dans la matière, il y a celles qui sont les plus nobles. Dans les matières, celles qui sont les plus nobles, c'est la cornaline. La cornaline et le cristal de roche. Donc, ce sont des pierres qui sont faites pour les perles. Et cette pierre et ces pierres, ce n'est pas n'importe qui les porte. La cornaline, elle est réservée aux souverains parce qu'elle apporte le pouvoir, elle apporte la force. Le cristal de roche, apporte la lumière. Ces pierres sont dures. Ensuite, dans la matière, vient le verre.
Le fier, que vous savez très bien, a existé depuis les anciens temps, hein, et qui ont été travaillés pour fabriquer des perles. Ensuite, il y a l'or. Et l'or, pour les perles, est venu plus tard. Plus tard, même si, par exemple, en Afrique, les perles en pierre et en verre ont été tronquées avec de l'or. Au Ghana, on se pose la question, pourquoi le Ghana a perdu tant d'or? Parce que l'Afrique, à l'époque, jusqu'au XVIIIe siècle, importait beaucoup de perles, à cause justement de ces valeurs commerciales, on le verra plus tard, mais aussi ces valeurs intrinsèques, c'est-à-dire le pouvoir, ses vertus, ces perles avaient des vertus. Je ne parlerai pas d'autres matières. Il y a le bois, nous le verrons plus tard, mais j'ai essayé de vous montrer un peu l'évolution de la matière avec laquelle on fabrique la perle. Et la dernière matière, c'est le plastique. Le plastique qui, dans le monde entier, au milieu du 20e siècle, a pris tellement un essor que pour pouvoir exporter des perles, les pays européens, les pays asiatiques ont fabriqué des perles en plastique et que nous, Malgaches, avons copié à partir de 1972. Alors, la forme, les perles sont sphériques. C'est en fait la philosophie où le sens donné à la vie, comment les Malgaches conçoivent la vie, le rond, le sphère, l'unité, le cosmos. Donc, toutes les perles sont en principe sont circulaires, sphériques, mais bien entendu, il y a des formes géométriques qui seront plus tard, n'est-ce pas, qui formeront des perles. On a des cubiques, on a des tonnelés, n'est-ce pas? Mais ça ne sert pas du cercle et du cercle sphérique. La couleur, c'est une des caractéristiques importantes dans les perles. La couleur, c'est la couleur la plus prisée, c'est le rouge. Le rouge, c'est le pouvoir. Mais le rouge, d'accord, la ligne rouge ou orange, c'est l'apanage des souverains. Personne ne peut porter ces perles. Et le rouge, c'est la force. Et vous verrez que quand vous passerez devant la petite table, les perles qui sont en rouge sont les perles qui ont la vertu d'apporter la force et le pouvoir. Bien sûr, il y a le blanc, il y a le bleu, qui est le symbole de la profondeur, et le noir, qui est le symbole de la terre. Ensuite, le jaune, le symbole de la joie. Il y a aussi la taille. La taille, c'est que les perles les plus importantes sont des grosses perles. Et dans le sud de Madagascar, on les appelle arena, c'est-à-dire richesse. Les petites, on les appelle les petites richesses. Donc, les tailles importent beaucoup, n'est-ce pas, dans le choix d'une perle. Les motifs d'avant sont toujours géométriques. Les lignes, les cercles, les lignes horizontales, verticales, les lignes croisées. C'est comme les motifs qu'on trouve par exemple dans les poteries anciennes. Du 1er siècle jusqu'au 5e siècle, on n'a que des lignes. Et on n'a que des lignes circulaires, horizontales ou verticales ou croisées.
Ce qui veut dire que la géométrie, c'est en fait la maîtrise de l'espace. Enfin, le nom. Et là, on va beaucoup s'amuser parce que dans le nom, vous avez la vertu de la perle. La perle est le signifié et le nom, c'est le signifiant. C'est-à-dire, par exemple, Tongarif, c'est une perle noire avec des traits blanches horizontales et qui veut dire ce qui se multiplie en 1000. Alors, si vous avez de l'argent et que vous avez une Tongarif, peut-être que avec la magie sympathique, elle va se multiplier en 1000. On va essayer, mais je ne sais pas si ça va aller. Alors, donc, 6 éléments qu'il faut considérer quand vous regardez une perle. Alors, là, vous avez des perles archéologiques. Donc, celle qui est en haut, ce sont des cornalines qui ont été découvertes dans des tombeaux de Weimar qui datent du XIIIe, XIVe siècle. Donc, ce sont des perles de cornaline. Et en bas, vous avez des perles en verre qui s'appellent, le rouge, qui s'appelle le tisana, et qui ont été, n'est-ce pas, utilisées en Inde comme monnaie d'échange. Et en fait, à côté, vous avez ce qu'on appelle cristal de roche, hein, le quartz, hein, le gros, qui est vraiment une perle importante parce qu'elle apporte la vie, elle apporte la force, elle apporte la lumière. Où est-ce qu'on les trouve? Dans le tombeau. On reviendra sur le mobilier funéraire. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, les perles sont rattachées au commerce ancien dans l'océan Indien. Alors, vous verrez, je ne sais pas si c'est, peut-être qu'il faudra que je lise. Alors, en Inde, nous avons toutes les perles en cornaline déversées en Afrique sont des perles qui viennent de l'Inde, d'une industrie qui s'appelle Campbell, et c'est là l'atelier qui a produit le plus de perles de cornaline qu'on trouve donc en Afrique. Le bleu, c'est le centre de la production des perles en verre depuis le Xe siècle, et qui, ces perles ont participé vraiment ces perles ont contribué donc à l'intensité du trafic dans l'océan Indien. Le vert, donc c'est le continent asiatique, le sud-est asiatique, c'est le centre de production, de distribution des perles de mousson. Alors, je ne sais pas, il y a quelques-uns de mes étudiants qui sont là. Les perles de mousson, qu'est-ce que c'est? Ce sont des perles qui sont transportées par des bateaux qui se servent du vent de la mousson. Et la mousson, il y a donc des périodes où le vent qui souffle du nord au sud, donc les bateaux profitent de cette occasion pour venir donc faire du commerce dans l'océan Indien, en remontant en Inde, en passant par la péninsule arabique et en descendant vers l'Afrique de l'Est, notamment Madagascar, pendant une période. Et puis, après une autre période, la mousson revient du sud vers le nord, et c'est là où le bateau revient donc avec toutes les marchandises qui ont été échangées avec les perles. Alors, le Caire, c'est aussi, l'Égypte a été le centre de la fabrication aussi des perles en verre. Et enfin, Madagascar, et ça, c'est encore, nous sommes en train de faire l'étude, c'est que Madagascar, depuis le Xe siècle, avait exporté du cristal de roche, du quartz. Et jusqu'à maintenant, quand on a fait nos études, on a cherché, mais on participe encore à cette exportation. Et ce n'est pas seulement dans le nord, c'est dans l'ouest
Et moi, j'ai vu de mes propres yeux la cueillette du quartz. À l'époque, il y a 7 ans, ce sont des entreprises chinoises qui font l'exportation du quartz à l'extérieur. Donc voilà un commerce florissant qui a contribué donc, aux échanges de produits, de biens, et qui a aussi avantagé le déplacement de population. Alors, pourquoi on parle de commerce avec les perles? Parce qu'elles ont servi de monnaie d'échange. Alors, rapidement, cette perle en cornaline des Indes pouvait acquérir un zébou, un peu. Alors, imaginez donc la valeur des cornalines. Et à l'époque, seuls ceux qui avaient de zébus qui pouvaient donc avoir ces perles de cornaline. Et c'est normal que ce sont les chefs ou les souverains qui possèdent les cornalines. Une rasade, qu'est-ce que c'est? C'est un verre, un verre plat. Un verre, une rasade de perles en verre rouge réservé à l'achat de moutons et de poules. Et une rasade de perles en verre bleu pour du lait. Alors, d'autres échanges se sont effectués en Madagascar à partir du 9e et jusqu'au 18e siècle avec les perles. Mais ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que non seulement ça servait de monnaie d'échange, mais ça servait aussi comme droit de payer un droit pour pouvoir faire des échanges à Madagascar. Donc il y avait des bateaux qui arrivaient et qu'ils arrivaient avec un grand vase de perles, et c'est ce gage et ce vase de perles qui devient un gage d'amitié avec les étrangers qui font du commerce. Et c'est le droit, l'impôt qu'on paie pour pouvoir faire du commerce. Alors, là, on se pose la question, mais alors pourquoi ces perles ont perdu leur valeur commerciale et ont glissé vers des valeurs plutôt non commerciales, mais des valeurs culturelles? Alors, quand on a fait l'étude des perles, c'est qu'en fait, il y avait eu un glissement fonctionnel. Fonctionnel, c'est-à-dire que puisque les perles étaient l'apanage des gens qui étaient riches, n'est-ce pas, ou des souverains, les perles donc possédaient un certain pouvoir, des vertus, la force, le pouvoir, mais aussi des vertus qui allaient vers, si vous voulez, ce qu'on appelle de la magie sympathique. Vous avez des pouvoirs de changer et d'apporter quelque chose plus que la richesse matérielle. Et j'ai pris ce proverbe de Luther qui a été traduit en 1960, parce que lui aussi, là, il est celui qui a étudié les proverbes malgaches et qui s'est intéressé aux perles. Il dit, telles les perles, elles sont toujours utiles. Si on les laisse, elles sont les ornements de la maison. Si on les porte, elles sont ornements de voyage. Qu'est-ce que ça veut dire, ornements de voyage? Elles sont les protections du voyage. Et là, on voit apparaître la vertu des perles. Alors, rapidement, avec ce commerce dans l'océan Indien, une tradition des perles s'est tissée dans
dans le canal de Mozambique, sur la côte est africaine et sur les côtes malgaches. C'est ce qu'on appelle donc une culture swahili. Swahili, qui est reconnue donc dans cette ère géographique, une culture qui est née de ce commerce. On a la tradition des parures en cornaline, en quartz, en verre. Et tous ces produits sont associés à des produits d'importation de la Chine, comme la poterie chinoise, comme le verre d'Iran, comme le verre du Golfe Persique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme culture? On met du noir. Donc, on retrouve, par exemple, dans les fouilles archéologiques, des fioles, des bouteilles en verre pour se maquiller les yeux. On retrouve des miroirs qui viennent de l'Iran et du Golfe Persique. En fait, tous les sites archéologiques qui datent du 9e siècle jusqu'au 14e siècle possèdent cette culture jusqu'au Comores. Et on sait que c'est une culture qui a été tissée par ce commerce et où les perles prennent une grande importance. Alors, glissement fonctionnel d'éléments commerciaux, les perles sont devenues d'éléments culturels. Et dans les traditions malgaches, on accorde une importance dans le destin, le vide, importance capitale. Et dans la tradition malgache, chaque vide possède sa propre perle. Chaque vide possède sa propre perle. Et que chaque individu qui voudrait donc entretenir ce vide, n'est-ce pas, ce destin astrologique, doit suivre les interdits. Il y a des interdits. Et ces perles sont sacrées. Et on les entretient. À partir de ces interdits, on les entretient et on fait en sorte que ce destin ne soit pas chancelant, c'est-à-dire un destin qui tombe. Et quand le destin a tendance à tomber, on a une perle qui le relève. Et il faut toujours faire attention. Donc là, vous avez le tableau. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de pouvoir regarder vous êtes de quel signe et quelles sont les perles qui vous sont donc assignées. Vous pouvez les trouver sur la table. Donc, une des traditions donc, qui reste vivante actuellement, surtout chez les populations qui ont des cultures traditionnelles, des croyances traditionnelles, des religions traditionnelles, on attache de l'importance au vide. Une grande tradition aussi qui reste actuellement autour des perles, c'est le rite de passage. Qu'est-ce que c'est qu'un rite de passage? C'est dans presque tous les pays asiatiques, africains, on a des rites de passage. C'est-à-dire qu'on passe d'un statut de l'individu à un statut beaucoup plus élevé, ou plutôt beaucoup plus avancé. Alors, la perle que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le Vuang. Vuang, c'est le corail. C'est le corail. Et c'est une perle qu'on offre à la petite fille, à la primipare, à la femme qui vient de donner naissance à une fille. À une fille. Donc, la maman reçoit cette perle-là. C'est une perle elle est rouge, elle est en corail. Donc, c'est le saumon de la perle. Parce que la vie, qui peut donner la vie, n'est-ce pas? C'est la plus importante dans la vie des Malgaches, donner la vie, pouvoir transmettre la vie. En bas, vous voyez un petit garçon qui a des perles
encore Marine, c'est le rite de passage de la circoncision. À Madagascar, il y a des cultures, des traditions. Aucun enfant mâle non circoncis ne peut entrer dans le coteau familial. Parce qu'il est encore considéré comme un animal. Alors, pour passer ce stade d'enfant animal au stade de l'homme, il doit être paré le matin. Le matin de la circoncision, c'est valable au nord que dans le sud. On lui offre des perles encore malines pour qu'il puisse donc avoir de la force. Et enfin, là dans le sud, vous avez les perles rouges et noires et perles blanches. La perle blanche ici, c'est pour les enfants. Et je sais que peut-être vous savez que, surtout dans les campagnes, vous voyez toujours un enfant porter un bouton blanc et une perle blanche. C'est pour protection. Mais qui le met encore dans le statut excusez-moi, dans le statut de l'enfant. L'enfant, jusqu'à 12 ans, on est enfant chez les Malgaches. Et de 13 ans à 18 ans, vous portez des perles rouges, des perles noires, des petites perles. J'en ai ici. Faites passer. Faites passer. Donc l'enfant, la jeune, les jeunes filles à marier. Donc c'est un langage au niveau de la société. Je suis en âge de me marier. Voilà. Donc, un langage, une tradition qui perdure. La tradition qui perdure, actuellement, c'est aussi le rite de construction d'une habitation. On va chez les devins. Vous le savez, on va chez les devins. Et il faut que le destin de l'individu s'accorde avec le jour de la construction. Et dans la fondation, la première fondation chez les Malgaches, dans les traditions, c'est une grande fête. On invite beaucoup de personnes, on mange et on fait ensemble les premiers, n'est-ce pas, coups de bêche. Mais on commence toujours par le coin nord-est où on devrait mettre, ensevelir des perles. Alors, ces perles sont, j'ai pris quelques exemples. La reconnaissance sociale, la santé, la vie de couple. Alors, vous voyez très bien comment est représentée la vie de couple. La femme est en cercle et l'homme qui est au milieu. La production, l'abondance, la richesse intarissable. Et ces perles ne sont pas déposées n'importe où. N'importe où, c'est le nord-est d'abord, ensuite le sud, ensuite l'ouest et après l'ouest. Donc, il y a un rituel, et ce n'est pas l'individu qui choisit les perles, c'est le devin, ou bien le praticien, ou bien le Rayamanji. Donc là, c'est la tradition de la construction. La parure. Alors, dans notre tradition, dans la tradition malgache, elle se pose la question si, franchement, les Malgaches ont la sensibilité de la parure. On se pose cette question, parce que dans les documents anciens, on a peu comment on appelle ça? On a peu de documents. Sauf que, bien sûr, il y a les récits de voyage. Et par exemple, dans le sud, on en parle beaucoup, des femmes qui portaient des grelots en verre, des plaques d'argent, des pièces de monnaie. Effectivement, on aimait la parure, mais en ce qui concerne les perles
ne se porte pas n'importe comment. Alors, le règle, c'est qu'il y a 7 endroits dans le corps qui peuvent être parés de perles, qui peuvent recevoir des perles. Bien entendu, la tête. Et toucher la tête d'un malgache, c'est assez difficile. Et surtout les épaules. Ça, c'est tabou. Sauf que vous êtes en intimité, votre maman, votre chérie, votre enfant. Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas n'a pas le droit de toucher votre tête, parce que c'est la partie la plus sacrée. Et dans cette partie la plus sacrée, il y a la cornalie et le quartz. Seulement le droit. Ou bien le coquillage, fait que nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure, qui ont le droit donc d'être portés sur la tête. Donc il y a le front, les épaules et le cou, la poitrine, l'avant-bras droit, la hanche et la cheville droite. Alors, pour la hanche, je voudrais juste vous dire que nous avons peut-être hérité ça de l'Asie et de l'Afrique. C'est parce que beaucoup de femmes portent des perles autour de la hanche, sur la ceinture. C'est la marque de la féminité et aussi de la fécondité. Et d'ailleurs, la perle voinque offerte à une primipare, c'est parce qu'elle a été féconde. Voilà. Donc, la parure, c'est, si vous voulez, chez nous, ou avec les perles, il y a toujours à l'intérieur de cette parure une idée de la vertu des perles. Elle ne se porte pas n'importe comment, c'est qu'il y a toujours une composition et dans laquelle jouent les perles avec leur vertu. Bien sûr, là, vous avez un bandeau, une ceinture que nous trouvons dans le sud, chez les Malgaches du sud. C'est le seul objet perlé que nous avons, par exemple, dans notre musée. Et d'ailleurs, vous verrez, les motifs sont toujours géométriques. Parure funéraire. Oui, effectivement, c'est que les perles jouent un rôle important dans les parures funéraires. Les petites blanches que vous voyez là sont des perles que nous avons découvertes dans le tombeau d'Angenopolmer Nampumak. Quand les restes d'Angenopolmer ont été rapportés au Rouvre d'Antananarivo, il restait encore beaucoup de choses. C'était à l'époque de la colonisation. Et il restait beaucoup de perles. C'était dans le cadre d'une étude strictement confidentielle qui a été demandée par l'État, parce que l'État avait voulu remettre les restes des rois et des reines en Brimanque. Vous connaissez cette histoire. C'est que pendant la colonisation a repris Radama II d'Ilafi, la reine et Ranaval II d'Ambumanque et Angenopolmer pour les mettre au Rouvre d'Antananarivo. Puis après, l'autre État, un autre, a décidé non, on va les remettre là où c'était. Donc, entre-temps, c'était tout de même pour les archéologues. Donc, nous avons découvert ces perles-là, ce qui veut dire que les perles accompagnaient bien, jusqu'au XVIIIe siècle, le corps. Et aussi, donc, on a une tradition de tissage où on retrouve les perles. Et peut-être seul le tissage, les linceuls, n'est-ce pas, sont les objets perlés. Et là, vous avez des perles en fil, en étain, qui sont très connues. C'est un ouvrage connu dans le sud. Et seuls les souverains et les nobles peuvent être ensevelis là-dedans. Voilà. Donc, les perles
funéraire. Géomancie et médecine traditionnelle. Et là, ça fait trembler les gens. Hein? Dès qu'on voit ce collier, c'est le gris-gris. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de littérature sur les Oudis. O-D-Y, Oudi, qui font peur. Surtout les étrangers. J'espère que les étrangers ici n'ont pas peur. Parce qu'ils doivent connaître un peu qui sont ces Oudis. Alors, géomancie et médecine traditionnelle. Vous savez très bien que la culture malgache attache une grande importance à la connaissance du futur. Le devin, celui qui préserve le futur, celui qui peut, n'est-ce pas, embrigader, n'est-ce pas, le mauvais œil. Hein? Celui qui peut guérir tous les maux. Pas la maladie, par exemple, du cholestérol. C'est pas ça. Mais en fait, par exemple, les bouts des maléfiques, c'est-à-dire quelque chose que quelqu'un vous fait, qui veut vous faire du mal. Donc, le devin guérisseur a le pouvoir, n'est-ce pas, d'arrêter, ou plutôt a le pouvoir, n'est-ce pas, de guérir. Alors, il est porté, ce collier est porté par ce devin ou ce tradit praticien. C'est un collier de la région nord-est de Madagascar. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais au milieu, nous avons une cornaline. Une cornaline, c'est juste au milieu, entourée de 2 bois sacrés. Alors, quand vous allez demander chez le devin, le guérisseur, le tradipraticien, quels sont les noms de ces bois? Non, ils vont dire jamais. Parce que c'est le secret. Parce que c'est le secret qui entretient la sacralité de l'objet. Parce que si on dévoile tout, il n'y aura pas de sacralité. Donc, si vous voulez fabriquer votre propre collier, peut-être que vous allez le faire avec les tiges de roseau, ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'aurez pas le bois. Vous pouvez acheter du bois à la pharmacopée traditionnelle, mais vous ne savez pas quelles sont les vertus de ces bois et quels sont les bouts de bois qui peuvent aller ensemble. Ah, ça, c'est très grave. Donc, la composition d'un collier, c'est toute une, n'est-ce pas, une étude. C'est une étude. Et c'est un art également. C'est un art également parce que vous voyez que presque tous les bouts de bois sont de même taille. Et que les bouts de bois sont intercalés par des perles. Alors, qui renforce qui? Les bouts de bois renforcent les perles ou les perles renforcent les bouts de bois? Les deux se renforcent entre eux. Le verre fond, le bois vit. Tandis que le verre, il ne vit pas. Il est froid, mais il est fort. Il est translucide. On peut voir à travers le verre. Ce qui veut dire qu'on peut voir ce que les gens ne voient pas. Les devins. Alors, cette composition, elle est magique. C'est de la magie. Et celui qui le porte fait agir cette magie que j'appellerais en anthropologie la magie sympathique. Et vous verrez qu'avec les perles et avec les bracelets, les colliers, tout agit par la magie sympathique. Qu'est-ce que c'est que la magie sympathique en anthropologie? En fait, on vous donne quelque chose, on vous dit que ça va vous guérir, et vous avez confiance. Et vous allez guérir. Vous allez guérir. Hein, c'est comme les gens à qui on donne pas un médicament, mais qui veut, surtout les vieilles personnes, hein, comme moi par exemple, dire ah, ça va vous guérir. Mais il n'y a pas de médicament là-dedans, c'est de l'eau. C'est plus que j'ai.
j'ai confiance, ça va me guérir. Et je fais tout pour guérir. Alors là, donc, c'est une composition. Et là, vous voyez le rouge qui est le pouvoir et le bleu qui est la profondeur. La profondeur, c'est-à-dire que ce pouvoir est tellement profond dans ce devin qui peut le transmettre à la personne qui vient consulter pour quelques problèmes. Alors là, ça c'est une image que j'ai prise à Madzang. C'est la pharmacopée où vous voyez toutes les perles. Et les gens ne viennent pas pour dire je veux ceci, je veux cela comme dans une épicerie. Non. Il y a, n'est-ce pas, une, comment on appelle ça, une prescription. Non, une prescription. Une prescription du divin guérisseur. Vous avez besoin de ceci, de cela, de cela. Hein? Et si vous ne faites pas l'assemblage, c'est la personne qui fait l'assemblage. Parce que la personne sait quelle perle vient avec laquelle, quel bois vient avec telle perle. Et on vous donne ensuite le médicament et vous rentrez chez vous. Et voilà, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Alors là, vous voyez toute une beauté, de la couleur. Hein, de la couleur. Et rien qu'à regarder ça, déjà, les personnes sont pleines de confiance. Ils sont sûrs. Mais disent, je vais guérir. Si quelqu'un dit, je voudrais bien avoir une épouse, j'aimerais bien celle-là. Il va voir le guérisseur, lui dit, laquelle tu veux, oui, et tu connais son destin, oui. Donc voilà, il compose, il aura son bracelet ou le collier. Alors là, c'est un wood bénéfique, c'est-à-dire quelque chose qui apporte du bien. Mais il y a aussi le wood maléfique. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, oui, vous y allez, mais pas dans la pharmacopée. Hein. Mais on vous emmène dans un autre endroit, n'est-ce pas? Et là, vous composez, je le dirais, avec le diable. Voilà. Collier, donc, vous savez, là, on va faire une petite lecture. Hein, une petite lecture de collier, bracelet thérapeutique. Donc, là, ici, vous avez le félin qui est au milieu, donc, qui est la pièce principale. Ensuite, vous avez des cornalines qui sont en jaune. Force et joie. Ensuite, vous avez des bois sacrés. Ensuite, vous avez des petites boules de verre rouge. Et enfin, derrière, vous avez deux petites perles. Alors, quand vous faites la lecture de ce collier, c'est quelqu'un qui est malheureux, qui n'a pas sa place dans la société, donc qui n'est pas heureux, qui n'a pas sa place dans la société et qui voudrait avoir le pouvoir d'avoir une assurance, n'est-ce pas, pour pouvoir se faire une place dans la société. Et ça, c'est une perle, c'est un collier qui appartient à un homme, mais pas une femme, qui a été collecté en 1962. Il appartenait à un homme. Il appartenait à un homme, il s'en est détaché. À l'époque, c'était pas moi, mais c'était nos équipes qui faisaient la collecte. Je ne sais pas comment ils ont pu arranger ce collier, mais c'est un collier thérapeutique, hein, de quelqu'un qui n'a pas sa place dans la société. L'autre, c'est un bracelet, et comme vous le voyez, au centre, vous avez le bois sacré.
Et comme les autres interprétations, on fait la lecture, vous avez des perles bleues et des perles rouges. Donc, la force en profondeur. Moire, objet perlé. Là, j'ai observé pendant toutes les années, depuis 20 ans que je travaille sur les perles, Madagascar n'a pas, les Malgaches n'ont pas vraiment la tradition d'objets perlés. Non. Par exemple, par rapport aux populations de l'Afrique de l'Est, par rapport au peuple Maasai, je ne sais pas si vous connaissez le peuple Maasai, mais eux, vraiment, et le peuple asiatique, je n'en parle pas, parce qu'ils ont vraiment une tradition de perles vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Mais chez les Maasai, on a quand même quelques ressemblances. C'est-à-dire que chez les Maasai, dans les rites de passage, c'est-à-dire d'adolescent au jeune homme, on porte des grands colliers rouges, jaunes, c'est très joli. Et puis on met aussi autour de la tête. Mais nous, on n'a pas ça. Je ne sais pas, je me demande si on est plus humble, beaucoup plus réservé. On ne s'expose pas trop avec les choses de couleur. Mais on n'a pas cette tradition. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses perlées que nous avons dans nos collections, c'est la ceinture. Mais à part ça, nous avons des multitudes de moires. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un moire, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai emprunté une image du musée du Quai Branly qui montre ce masque avec des clous et qui dans la tête est orné de dorsales de perles. Donc tout ça, ce sont des moires. Alors, à quoi servent les moires? Vous le savez, nos souverains en mer, comme nos souverains Sakhalave, surtout, portaient, n'est-ce pas, avaient des moires, des talismans, des idoles qui étaient parées de perles, surtout des perles rouges, et de perles noires, et de perles blanches. Et ce sont les seuls objets ouvragés que nous avons. Et quel est le rôle de ces perles? Ils renforcent la puissance de ces moires. Renforcent la puissance de ces moires. Et les embellit également. Parce que les perles deviennent ici comme des offrandes. Les hasmes. Je ne sais pas comment on traduit le hasme en français. Madame Razona, comment on traduit le hasme en français? Offrande. Offrande. Parce que le hasme, quand on offre les hasmes au Parzak, au souverain, on donne une pièce d'argent. Mais ici, les perles font comme les piastres d'argent. Ce sont des hasmes. Pour que ces moires, n'est-ce pas, aient de la sacralité. Ces perles entretiennent la sacralité. Ces perles entretiennent la force. Ces perles entretiennent le pouvoir. C'est pourquoi il y en a plein dans les moires. Alors, les moires, bien sûr, sont utilisés par les voleurs de bœufs, n'est-ce pas? Parce que paraît-il que ça les aide quand ils s'enfuient, personne n'arrive à les suivre. Il y a plein de choses qui peuvent être dites sur les moires. Voilà. Mais ici, nous faisons la lecture et le rôle des perles sur ces objets perlés. Alors, dans la tradition malgache, dans cette culture matérielle, cette tradition de magie sympathique perdure. Et ce qui est drôle, c'est que
pendant un certain temps, elle a été abandonnée. Peut-être à cause de la pratique de la religion chrétienne. Vous savez que Rana Valade, quand elle a accédé au pouvoir et quand elle s'est fait baptiser, elle a brûlé les idoles. Et dans les idoles étaient parlées de père. Et paraît-il, dans l'histoire, en Boumanampoula, presque en Boumanampoula, c'était le loup, on regardait les idoles. Toutes les personnes ont pleuré parce que les pères ont disparu avec le feu. Bon, ça, ce sont des traditions. Mais ça a disparu, mais ça commence à revenir. À revenir et l'utilisation des perles touche la vie quotidienne. La vie quotidienne. Je ne parle plus du destin chancelant, mais l'amour. Les gens cherchent l'amour. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à trouver un compagnon ou une compagne. Ou bien on se met en couple et puis à 2-3 ans, pouf, c'est fini. Alors on cherche et on utilise la perle de l'amour, Malensal, de perle à coller. Voilà. La santé, le respect. Ah aussi, ben, le respect actuellement. Tunga Asma. Le respect, c'est. On n'arrive pas à être respecté par les autres et on ne se respecte même pas. Hein? Et ça, c'est je dirais un peu la douleur de la société actuelle. Le bien-être aussi. Pardon? Oui, le bien-être, la réussite, la chance et la joie. Ce sont les valeurs qu'on cherche actuellement. Je ne parle pas de l'argent, hein, parce que ça va faire de gros commentaires. Je ne parle pas d'argent ni de pouvoir. Hein. Bon, je me tais. Mais pour perpétuer cette tradition, hein, je vous ai dit en 1975, quand nous avons arrêté les importations, les premières importations qui ont été arrêtées, ce sont les importations de perles en verre. Plus. Et à partir de 1975, les Malgaches ont fabriqué des perles en plastique. Et vous savez quels sont les matériaux qui sont utilisés jusqu'à ce jour? Ce sont les plastiques des cassettes et des CD. Ce qui est bon et qu'il faut réchauffer et qu'il faut... On réchauffe à la lampe. Et là, vous avez une image de la dame qui travaille avec moi depuis des années, qui réchauffe et qui est en train de créer une perle. Donc, elle a un catalogue rudimentaire, mais un catalogue qui, n'est-ce pas, un livre ouvert, n'est-ce pas, sur la société malgache. C'est un livre ouvert. On peut y lire quelles sont les préoccupations des Malgaches actuels. Je termine. Je vous remercie. Alors, je vous offre deux perles. La première, c'est la paix. La paix. Ça, c'est le problème crucial dans le monde entier. La paix avec soi-même, la paix avec les autres et la paix dans le pays. Dans le monde. Fitaïdras, les Malgaches sont traditionnels. La protection des ancêtres. Ce sont des nouvelles perles créées en 2004, qui étaient conçues par Feu Richard Azamjakut, un grand ami à moi, qui m'a fait vraiment découvrir qui m'a fait découvrir cette passion des perles. Il était passionné. Et c'est lui qui m'a transporté dans l'histoire des perles. Nous avons fait des expositions dans l'océan Indien. Nous avons fait nous avons écrit beaucoup de choses sur les perles. Richard Azamjakut, c'est un artiste peintre. Hein? Mais malheureusement, après l'exposition intitulée La Bacan, qui s'appelle Elle des perles, il est mort
une maladie qui a fini par l'intéresser. Et ces perles sont fabriquées par un couple, Sabine et Shakira Koutassi, qui habitent à Saint-Esprit. Mais il fut un temps où le monsieur était malade parce qu'il n'était pas protégé, parce que le plastique est toxique. Et à force de travailler, il a eu des problèmes de poumons. Donc, je vous remercie. Je suis là pour les questions. Excusez-moi, j'étais trop longue.